se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Bonsoir Céline. Maxime Lédio est là aussi, journaliste et essayiste. Bonsoir. Votre livre Génération sacrifiée aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Et Pierre Licia, porte-parole de Libre. Merci d'être sur notre plateau. On va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé au niveau politique aujourd'hui, si vous le voulez bien. C'est notre carnet de campagne. Avec Victor Chabert. Victor, l'entrée probable d'Éric Zemmour dans la course à la présidentielle pousse les Républicains à mettre au centre de leur discours l'immigration. Oui, Laurence, après Michel Barnier qui a proposé un moratoire de 3 à 5 ans, Valérie Pécresse a présenté ce matin un projet de révision constitutionnelle visant à stopper l'immigration incontrôlée. Le gouvernement a échoué et ne maîtrise plus rien. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une reprise en main. Et ce que je propose, c'est que la France arrête de subir et reprenne le contrôle. La question se pose aussi de l'attitude à adopter face à Éric Zemmour. Certains veulent dresser une barrière sanitaire, d'autres pourraient voter pour lui s'il était face à Emmanuel Macron. C'est le cas d'Éric Ciotti. À votre micro, Laurence, ce matin sur CNews. On m'a posé une question claire. Le choix, s'il devait se poser, je n'y crois pas, mais... Moi, je dis la vérité. Je voterai Éric Zemmour au second tour. Entre Macron et Éric Zemmour, j'ai dit que je voterai Éric Zemmour. Et vous maintenez ? Je le redis aujourd'hui avec la même clarté. Il persiste et signe. Il y a aussi la ligne de Gilles Platré, vice-président des Républicains, qui a décidé d'aller chasser ouvertement sur les terres du polémiste. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui dans certains quartiers, moi je sens une espèce d'épuration ethnique. Et je peux même donner des exemples très précis, parce que c'est pas simplement un sentiment, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que vous avez des personnes d'origine étrangère qui chassent petit à petit ce qu'on appelle en démographie des natifs. Pendant ce temps, Éric Zemmour continue ses petits pas vers la présidentielle. Hier, il débattait avec Michel Onfray au Palais des Congrès de Paris, devant plus de 3700 personnes. Voilà ce qu'il disait à la sortie à propos de son éventuelle candidature. Je pense que ce discours-là, beaucoup de Français l'attendaient et ne l'entendaient jamais. Aujourd'hui, avec 15%, c'est moi qui ai une responsabilité vis-à-vis de tous ces gens. Je ne supporterai pas de me louper, j'aurais honte vis-à-vis de tous ces gens. Des mots qui n'ont pas fini de semer la discorde à droite. Demain, les cadres des Républicains se réunissent en bureau politique. Le cas Zemmour sera étudié à la loupe et l'ambiance ne s'annonce pas à la fête. Voilà, carnet de campagne avec Victor Chabert. Maxime Lédo, c'est un festival de propositions à droite là sur l'immigration. C'est celui qui en va rajouter une encore un peu plus, la Valérie Pécresse, Gilles Platré, et parle d'épuration ethnique dans les quartiers. Jusqu'où ça peut aller la surenchère ? Jusqu'à ce que visiblement un candidat de la droite arrive de nouveau à dépasser Éric Zemmour dans les sondages. Je pense que c'est que ça. Pour les solutions de Valérie Pécresse, je laisserai ce cher Pierre Licia les commenter. En revanche, dans les propos de Gilles Platré, ça démontre une fois de plus qu'il y a, après les deux gauches irréconciliables, de plus en plus de droites qui ne se comprennent plus. En tout cas, c'est le cas d'Éric Ciotti, on l'a rappelé, qui avouait largement préférer Éric Zemmour à Emmanuel Macron. On a de nouveau Gilles Platré qui fait en sorte de déborder. Je ne pense pas, si vous voulez, que l'excès fasse une excellente campagne, surtout qu'on est à 6 mois du premier tour. Donc je pense qu'on doit encore avoir un minimum d'endurance et je ne suis pas sûr que le concours de la plus énorme punchline, si vous voulez, surtout quand on fait concurrence à Éric Zemmour, soit la meilleure idée de s'affirmer devant les électeurs comme un parti qui certes se cherche un peu, certes est dans des difficultés, mais peut proposer quelque chose de concret. Je pense clairement, mais pas pour nous, pas pour nous commentateurs ou pas pour les médias ou pour les autres politiques, mais simplement pour les électeurs, que les gens comme Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez, qui sont quand même beaucoup plus proches des lignes moins sur ces questions-là d'Éric Zemmour, plutôt que des Pécresse ou Bertrand, explicitent leur choix. Valérie Pécresse, Pierre Licia, elle aussi propose de plus en plus de mesures concernant l'immigration. Il va y avoir une inflation de propositions ? Non, c'est pas une inflation de propositions, c'est pas non plus. Je pense que Valérie Pécresse n'a pas participé justement à ce concours un peu l'épine de la proposition la plus démago sur les questions d'immigration. D'abord, sur le timing, Valérie Pécresse a présenté ce matin un projet de loi constitutionnelle pour stopper l'immigration incontrôlée. C'est un texte sur lequel elle travaille depuis plusieurs semaines. Donc c'est pas la montée sondagière d'Éric Zemmour qui aurait précipité le calendrier. C'est un texte sur lequel elle travaille depuis très longtemps. Et par ailleurs, c'est une préoccupation des Français déjà depuis de nombreuses années, ces questions d'immigration et d'intégration. Ça n'est pas nouveau. Encore une fois, il n'est pas question d'être celui qui va décrire une situation avec le plus de virulence que d'être celui qui va apporter des solutions concrètes. Et j'insiste bien sur le concrète.
des solutions plausibles, concrètes. Aujourd'hui, Valérie Pécresse n'a pas proposé, comme le font certains, un moratoire sur l'immigration. Elle a simplement apporté des propositions qui, factuellement, prises une à une, sont concrètes, envisageables, applicables, oui. Et qui, dans un tout, permettent d'avoir une réponse très concrète sur ces questions-là. Moi, j'attends aujourd'hui de savoir quelles sont les propositions des uns des autres, et notamment du premier duquel, M. Zemmour, qui parle effectivement des questions d'immigration, qui parle des questions d'intégration, qui parle du grand remplacement, qui parle des frontières, mais a-t-il seulement fait des propositions sur ces questions-là? Il est dans une situation très confortable, au fond, parce que c'est un sujet de préoccupation majeure des Français, et ce sont des thématiques qu'il maîtrise, en tout cas qu'il connaît suffisamment bien pour ne cesser de les marteler et de les imposer dans le débat public. Mais il ne parle pas d'autre chose, Éric Zemmour. Il parle un peu d'écologie, un peu d'économie, mais c'est très saupoudré. Mais sur l'écologie, non, malheureusement sur l'écologie, quand on lui pose des questions sur l'écologie, il dit je ne sais pas. Il dit, alors au moins il a l'honnêteté de le dire. Il dit je ne sais pas. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il décline tous les sujets d'actualité, il les décline au regard de ces 4 thématiques-là qui sont les frontières, l'immigration, l'identité, l'islam, le grand remplacement. En fait, c'est le Tour de France qui est lancé. On voit bien, on suce la roue de celui qui est devant. C'est celui qui est devant qui va vous entraîner. La droite voit bien qu'il y a une dynamique derrière Zemmour. Elle se voit imposer des thèmes de campagne qu'elle a l'habitude d'utiliser. Quelque part, un discours sur l'immigration, c'était plutôt la droite traditionnellement qui le tenait que la gauche, de toute façon. Mais là, il lui impose un rythme qui n'est pas le sien d'habitude et qui fait faire quand même de grosses bêtises. C'est-à-dire que l'épuration ethnique, c'est du massacre de masse. Les mots ont quand même un sens. À un moment donné, d'ailleurs, comme Éric Zemmour n'est pas un imbécile, pour le coup, il se garde bien de dire des mots pareils. Ce mot-là, il est inaudible et inadmissible. On peut décrire le réel. Oui, c'est vrai que sur certains territoires, il y a de vrais problèmes de partition, ça peut exister. Mais d'abord, ces territoires ne sont pas uniformes. C'est-à-dire que quand vous avez une certaine idéologie qui a pris le dessus, et on a vu avec le 93 et certains secteurs qui sont totalement islamisés, vous avez aussi des gens qui vivent dans ces secteurs-là et qui n'ont absolument pas envie de vivre de cette manière-là et qui sont tout aussi abandonnés par l'État et qui vivent une réalité qu'ils n'acceptent pas. Donc faire de grosses généralités est assez pénible. C'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il parle de réalité. Oui, il y a des questions et un questionnement sur l'immigration, mais il en fait des généralités. Or, ce n'est pas pareil dans toute la France. Ces questions-là concernent certains territoires et pas d'autres. Et ensuite, effectivement, il parle au cerveau reptilien des gens, mais il est vrai qu'il ne travaille pas sur des solutions qui soient possibles à mettre en place assez rapidement. Mais ça, c'est le jeu électoral aussi. Oui, parce qu'on ne sait pas si un jour il proposera un programme concret, parce que est-ce qu'il a intérêt à rentrer dans le détail des mesures? Puis il est censé ne pas être candidat. C'est ça aussi. Il y a une ambiguïté qui est en train de pourrir aussi toute une partie de la campagne. Et puis la droite est empêtrée dans des questions de personnes et n'arrivant pas à régler les questions de personnes, elle donne l'impression qu'elle n'a pas de vrai discours, mais qu'elle a uniquement des écuries au service de petites ambitions. Le fait que même ces leaders n'arrivent pas à se parler est un problème pour leur crédibilité individuelle et la crédibilité du parti et de la droite. Ce que dit Xavier Bertrand, il dit ce congrès le 4 décembre c'est trop tard, il faut se parler avant, et pour l'instant j'ai pas entendu que les autres belligérants, en l'occurrence Valérie Pécresse, Michel Barnier ou encore Éric Ciotti, soient d'accord pour aller discuter avec lui d'un éventuel retrait, Pierre Licia. La retraite qui, de quoi, de ces candidats-là, au profit de Xavier Bertrand, pour avoir un seul candidat de droite. C'est tout de même assez étonnant que la droite... Moi, vous savez, je ne suis pas membre des Républicains, donc j'ai regardé un peu le process de désignation du candidat d'un regard extérieur et je ne partage pas ce qui a été fait. Mais quand bien même, ils l'ont décidé, et on a décidé, nous, dans l'équipe de Valérie Pécresse, de s'y plier. C'est tout de même... assez cocasse que un candidat à la présidence de la République qui accepte les règles du jeu qui sont fixées et qui les a acceptées devant les membres de sa famille politique, une fois que les règles sont fixées, reviennent dessus en expliquant mais il faut qu'on se parle parce qu'en fait les règles du jeu elles ne vaut que si je suis le seul candidat. Moi je dis les règles elles sont fixées, il y a pas besoin, on peut parler, je pense qu'ils ont échangé d'ailleurs par téléphone et par texto sur ces questions-là, mais aujourd'hui les règles sont fixées, jouons le jeu, on change pas les règles d'un jeu, d'un match en plein match. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on continue à parler des Républicains effectivement qui sont à peine audibles étant donné leur dissension interne. À tout de suite. Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline avec Céline Pina, fondatrice de Vive la République, avec Maxime Liédot et avec Pierre Lissia. Céline Pina, effectivement, l'entrée en campagne d'Éric Zemmour ne s'est pas encore faite parce qu'il n'est pas encore candidat. Mais néanmoins, c'est très tôt par rapport aux 7 mois qui restent encore à parcourir avant d'arriver à l'élection présidentielle au mois d'avril. C'est clair qu'il faut tenir la longueur, que en général ce type d'affrontements sont des affrontements totaux, violents, sans limite, qu'en général on finit par fouiller les poubelles personnelles, la vie privée, etc. Et qu'il faut être sacrément armé, voilà, et qu'il faut être sacrément armé pour y résister. La deuxième chose, c'est qu'une campagne, c'est un maillage du territoire. Pourquoi est-ce qu'il était difficile de se lancer, de faire campagne sans parti, et pourquoi Macron d'ailleurs a créé un parti en se lançant dans une campagne? C'est que vous avez besoin de relais, de casemates. Quand vous voulez conquérir, il vous faut des appuis. Là, on ne sait pas tellement quels peuvent être les appuis, on ne sait pas sur qui il va s'appuyer, on ne sait pas sur quel type de militant, ou quand, comment est-ce qu'il va drainer ce territoire. Même si les vieux partis sont très mal, ils ont au moins, j'allais dire, cette base. Le seul problème, c'est qu'ils ont peut-être une base, mais pour le coup, personne pour l'incarner et personne pour tenir un discours. Là, on a quelqu'un qui incarne quelque chose, qui tient un discours très fort, qui entre en résonance avec certains soucis et problématiques des Français, et qui, jusqu'à présent, donne le ton de la campagne. Et cela, tant que le président de la République ne sortira pas du bois, la gauche est inaudible, la droite est inaudible, on entend qu'Éric Zemmour, c'est normal qu'il engrange. À partir de là, il faudra voir ce qui va se passer quand vraiment la droite aura un candidat, quand le président sortira lui aussi de sa zone de confort, parce que je crois que pour la gauche, on n'attend pas grand-chose, malheureusement. Dans un instant. Est-ce qu'il a